Merci pour l'invitation. Je suis ravi d'avoir l'occasion et puis le temps d'échanger un tout petit peu sur les sujets sur lesquels je vais intervenir pendant effectivement de 30 à 40 minutes. Je vais essayer de me tenir, enfin, je vais me tenir à ce temps-là. Alors, je vais lancer ma présentation parce que ça va m'aider à ne pas perdre le fil. Est-ce que vous voyez mon écran? Ouais, c'est bon. Oui, donc peut-être effectivement dans un premier temps d'où je parle, et je pense que c'est effectivement important. Donc moi, je suis chercheur, maître de conférence en psychologie sociale à l'Université de Lyon depuis de trop nombreuses années. Je travaille en particulier sur des questions qui sont des questions liées à la temporalité. Donc mes recherches fondamentales portent sur le rapport au temps, les projections dans le futur, les projections dans le passé, dans le domaine de la psychologie sociale. Donc, c'est bien de la psychologie, mais c'est une psychologie qui est collective, donc qui s'intéresse aux mouvements de pensée qui sont partagés, aux usages, aux habitudes, aux modes de vie qui sont eux aussi partagés, aux formes de représentation, d'images, de croyances, etc., qui sont issues d'une organisation sociale et d'une histoire sociale. Donc, on a beaucoup de liens à la sociologie et à l'anthropologie, mais c'est aussi une psychologie qui est tournée vers les sciences cognitives et les neurosciences, le fonctionnement de l'esprit humain, du raisonnement, mais aussi le fonctionnement du cerveau qui nous sert parfois à objectiver, à concrétiser ou à valider un certain nombre d'hypothèses qu'on peut poser dans le domaine de la psychologie. J'y reviendrai, mais c'est une psychologie qui est aussi à la fois très qualitative, comme on dit, donc une psychologie compréhensive où sur le modèle du divan, hein, on amène les gens à s'exprimer et puis on découvre parfois des motifs d'action, des motifs des formes de représentation, des émotions qui échappent parfois peut-être un peu aux gens eux-mêmes. Mais c'est aussi une psychologie qui est une psychologie expérimentale qui consiste à faire des expérimentations sur des humains, mais sur le volet psychologique, c'est-à-dire on enferme en général des étudiants dans une salle, on leur fait vivre des choses aussi saugrenues les unes que les autres et on voit l'effet que ça donne. Je caricature un peu, mais en psychologie sociale, on a quand même cette tradition qui consiste à tester nos hypothèses en situation, c'est-à-dire on conduit pas mal de recherche-action, on conduit des expérimentations où, par exemple, on transmet une information, on voit l'impact qu'elle a, on crée effectivement une situation, parfois c'est de la mise en scène et puis on voit comment les gens réagissent, etc. Évidemment, tout ça dans les règles éthiques, même si on pourra revenir sur certaines expériences fameuses en psychologie sociale qui ont pu poser des sujets éthiques. Donc, je mène ces travaux-là et depuis un certain nombre d'années, l'action publique s'intéresse beaucoup à ce qu'on appelle maintenant les sciences comportementales. Donc, c'est à la fois la psychologie, les sciences cognitives, les neurosciences, l'économie comportementale, le design comportemental. L'action publique s'y intéresse beaucoup et j'interviens depuis un certain nombre d'années à la fois à l'ENA, qui est maintenant l'INSP, et dans un certain nombre d'écoles qui forment les agents territoriaux, la fonction publique territoriale, l'administration, la haute administration, pour les sensibiliser à ces enjeux de changement, de compréhension des répercussions humaines et des freins ou des leviers humains au changement. Et donc, on conduit des démarches un peu expérimentales. Je reviendrai sur un certain nombre de contextes dans lesquels ces sujets-là maintenant font l'objet d'une attention particulière. Et puis, c'est une question évidemment internationale, et en particulier quand on se pose la question du changement climatique et de à quel point les comportements peuvent contribuer à atténuer notre impact sur l'environnement. Et il existe maintenant un GIEC bis qui est le GIEC des comportements, donc qui consiste à reprendre un peu les constats du GIEC et essayer de comprendre quel impact ça va avoir sur nos comportements à tous au quotidien et quels sont les freins ou les leviers qui vont nous amener à mettre en œuvre les changements nécessaires pour faire le shift de la société carbone à la société post-carbone. Pour faire cette transformation, il y a évidemment des freins comportementaux et psychologiques qui sont importants. Et c'est là-dessus que je vais parler pendant le temps que j'ai, hein, sur ces questions de changement qui doivent au final se concrétiser dans les changements de comportement. Et c'est là où on est vraiment dans des approches qu'on dit comportementales, alors à ne pas confondre avec des approches
comportementaliste, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais comportemental, c'est simplement qu'on s'intéresse à l'action concrète, c'est-à-dire qu'au-delà des mots, au-delà de la déclaration du souci, de l'intérêt, de l'intention qu'on a, on s'intéresse à ce que les gens font effectivement. Et là-dessus, on a des petits sujets quand même de passage à l'action. Alors, on va en parler, hein, la crise écologique sous toutes ses coutures, sous toutes ses formes, quelles que soient les limites planétaires dont on va parler, que ce soit autour des produits chimiques et du plastique, que ce soit autour de la biodiversité, que ce soit autour du climat, que ce soit autour de la qualité de l'air, des ressources en eau ou autres, etc. Effectivement, on est face à une déstabilisation, vous le savez mieux que moi, majeure, mais qui touche les pratiques de chacun véritablement au quotidien, même si les effets ont un peu tardé à se faire sentir par rapport aux enjeux. On les sent maintenant un peu plus directement et on voit à quel point il y a un enjeu à changer vite et fort des comportements qui sont très ancrés dans des habitudes, l'habitude des matières plastiques, l'habitude de consommation d'eau, l'habitude de mobilité ou encore l'habitude de considérer que l'environnement et la nature va se renouveler d'elle-même et qu'après tout, il suffit d'attendre un peu pour que les impacts qu'on peut avoir passent. Ce n'est pas nouveau et puis ça a été réactualisé par une autre crise et qui pose un peu plus des questions presque un peu plus larges, c'est le rapport de l'humain aux crises et le rapport de l'humain à la nécessité de changer à des moments donnés et le rapport de l'humain à l'incertitude aussi. C'est-à-dire que le futur, est, surtout quand il y a du changement, le futur est plus incertain que le présent. On ne sait pas ce qui va venir, on sait toujours ce qu'on perd, on ne sait jamais ce vers quoi on va. Et ça introduit aussi des résistances au changement. On l'a vu pendant la crise du Covid, on a vu deux choses. On a vu notre capacité à obéir quand même, quand les enjeux se font extrêmement forts et que l'action publique prend des options, elles aussi, très, très fortes. Donc, quand le mur est là et qu'on est obligé, on finit par agir. On aimerait tous que ça ne se passe pas comme ça pour la transition écologique, mais en même temps, on a vu qu'assez vite, dès que l'enjeu est perdu de vue, on va avoir tendance à retrouver les bons vieux comportements d'avant et qu'il a fallu systématiquement, dans la crise sanitaire qu'on a traversée, rappeler les dangers à un moment donné pour que les précautions d'usage type distance, type masque, type hygiène des mains, etc., soient reprises et qui n'ont pourtant toujours pas été complètement inscrites dans les habitudes. Et puis, c'est des sujets qu'on connaît depuis longtemps, c'est-à-dire ce dont on va parler, on l'a travaillé depuis longtemps dans le domaine de la santé, qui, depuis très, très longtemps, s'interroge sur la capacité qu'a l'humain à oublier des risques, à ne pas les prendre en compte dans ses comportements. Pourtant, on parle de risques vitaux et on n'attend pas le climat pour qu'il y ait des risques vitaux populationnelle, c'est-à-dire à l'échelle de population. Les épidémies sont des risques vitaux à l'échelle des populations. Les maladies chroniques sont des risques vitaux à l'échelle des populations. Le tabagisme est un risque vital à l'échelle des populations, etc. Donc des risques comme ça, en fait, on en a plein déjà. Mais il y en a plein qu'on ignore superbement. On a beau savoir qu'il faudrait manger différemment. Ça ne veut pas dire qu'on a changé nos habitudes au niveau où on le souhaiterait. On sait qu'il faut faire un certain nombre d'examens de santé, de recommandations de santé qu'on connaît dans le principe, mais qu'on ne met pas forcément en œuvre. On sait qu'il n'est pas bon de fumer, et peut-être quelques-uns ici continuent à le faire en connaissant les risques, etc., etc. Donc, ça amène à un constat que vous connaissez, mais qui est celui que la connaissance ne permet pas de prédire l'action. La connaissance n'est pas un bon moyen de faire passer à l'action ou alors n'est pas un moyen suffisant. Et on a un décalage qui est de plus en plus fort entre ce que les gens savent, puisque l'information circule, et ce que les gens font. D'une part, parce qu'ils ont une manière de tordre les informations pour les rendre plus cohérentes à ce qu'ils font, mais aussi d'autre part, parce que malgré toutes les bonnes intentions du monde, ça ne suffit pas. Il ne suffit pas d'avoir une intention pour passer à l'acte, et on le sait, puisque tous, autant qu'on est, on prend des bonnes résolutions le 31 décembre au soir, qu'on se dépêche d'abandonner le 15 janvier au matin. Les études montrent que, par exemple, sur les plateformes de diététique, de régime ou d'activité physique, les bonnes résolutions, les engagements qui sont pris le 31 décembre en fin d'année ou le 1er janvier sont abandonnés pour 90% à peu près le 18 janvier. Parce qu'on peut traquer l'activité des gens sur les plateformes, donc on sait ce qu'il advient de nos bonnes résolutions.
Donc, on a un enjeu qui est le passage de l'intention à l'action, qui est comment construire et comment arriver à accompagner l'apparition d'une intention à agir. Je crois que c'est important et je crois que je vais m'y mettre. Comment on arrive à développer des intentions pour qu'elles apparaissent, pour remettre en cause les habitudes et pour surtout qu'elles se convertissent en action. Et à vrai dire, on passe beaucoup de temps sur ce sujet-là, plus que sur le climato-scepticisme, plus que sur le refus complet, puisqu'on a des enquêtes qui ont du mal à faire apparaître des vraies réticences, des vrais doutes au final. Alors, il y a des indicateurs de remontée de scepticisme, mais qui, d'après les études, doit beaucoup au fait que les gens n'arrivent pas à passer à l'action et qu'au bout d'un moment, en psychologie, quand nos pensées ne sont pas en accord avec nos actions, ce qu'on va changer, c'est nos pensées, qu'on appelle la dissonance cognitive. Je crois que le tabac est mauvais pour la santé, mais je fume. Je vais commencer à un peu moins croire que le tabac est mauvais pour la santé parce que je n'arrive pas à arrêter de fumer. Ce qu'on appelle la dissonance cognitive, c'est le décalage entre nos pensées et nos actes. Et comme changer ses actes, c'est assez difficile, c'est souvent le plus facile qu'on va faire. Il est plus facile de changer ses pensées que de changer ses comportements. Donc, on va plutôt avoir tendance à changer ses pensées. Donc, cette problématique du passage de l'intention à l'action, elle est vraiment forte. Elle tient à plusieurs facteurs. Ce qui est sûr, c'est que les récits sur la jeunesse qui serait particulièrement sensible et pour qui il faudrait faire les efforts parce que sinon, attention, on va voir ce qu'on va voir. C'est la même chose. Ils ont les mêmes problématiques et les mêmes difficultés à passer de l'intention à l'action, d'autant plus qu'on constate qu'il y a une envie de s'engager, un sentiment de besoin de s'engager, parfois un engagement dans les associations, etc., mais que par ailleurs, les comportements au quotidien, dans les modes de consommation, dans les modes de déplacement, ne sont pas du tout à l'échelle. C'est encore une étude du CREDOC qui est assez édifiante à lire et qui montre que la fameuse génération qui devrait être extrêmement sensibilisée continue à agir, non pas dans le sens qui serait la plus en phase avec ses attitudes, mais dans un sens qui est assez différent. Donc, on a ce fossé-là d'une part, et d'autre part, on a aussi des barrières qui sont des barrières un peu plus compliquées à dépasser. Ce graphique montre quelle attribution font les gens des risques liés au réchauffement climatique. Ça date de 2014, mais en fait, la pente est à peu près toujours la même, qui consiste à dire que c'est toujours un peu plus les autres qui sont concernés. C'est-à-dire qu'au final, le changement climatique, il aura toujours tendance à toucher un ailleurs lointain, des populations lointaines, un futur lointain avant de me toucher moi, ici et maintenant. C'est ce qu'on appelle la distance psychologique. C'est aussi une forme de protection face aux risques. C'est-à-dire qu'il y a des risques qui sont vitaux, il y a des risques qui déstabilisent notre rapport au monde. Et on ne va pas se laisser déstabiliser comme ça. L'humain est un être adaptatif. L'humain est un être qui sait se défendre et il va se défendre. Et psychologiquement, on a des mécanismes de défense qui sont assez costauds, dont un qui peut être le déni du risque ou qui est ce qu'on appelle la mise à distance du risque. Donc, je vais dire, OK, prendre une voiture, c'est risquer de manière extrêmement probable un accident mortel ou alors être handicapé d'une façon ou d'une autre ou souffrir assez considérablement. Une fois que je pense ça, néanmoins, il faut que je prenne ma voiture tous les jours. Donc, ce que je vais me dire, c'est qu'en tant qu'homme, c'est plutôt les femmes qui conduisent mal. En tant que vieux, c'est plutôt les jeunes qui conduisent mal. Et en tant que, je pourrais multiplier comme ça les façons de mettre à distance le risque en considérant qu'il est toujours plus dirigé vers les autres que vers moi. Et c'est ce qu'on appelle la distance psychologique. C'est-à-dire que c'est un premier élément qui est important, c'est qu'on va avoir tendance, pour se protéger de la menace que représente un risque, à dire c'est pas moi personnellement qui suis touché, c'est plutôt les autres gens, les autres personnes de ma ville, plutôt les autres personnes de mon pays, plutôt les autres personnes dans le monde, plutôt même les autres personnes plus tard dans le temps. Ça a une part de vérité, mais on n'en sait rien en fait, parce qu'on aura peut-être inventé des modes pour se protéger qui seront bien plus efficaces. Donc peut-être les plus à risque aujourd'hui, c'est nous, ici et maintenant, on n'en sait un peu rien. Donc c'est dire à quel point on a des éléments psychologiques qui vont venir jouer les perturbateurs, qui vont venir réduire la capacité de l'information qu'on a à se convertir en comportement. C'est aussi le rôle des émotions.
des émotions et des représentations. C'est-à-dire qu'on sait qu'on a à l'heure actuelle, face à ces images qui sont mobilisées sur le changement climatique, on a de plus en plus ce qu'on appelle l'anxiété climatique. C'est-à-dire qu'on a effectivement des indicateurs de développement de phénomènes d'anxiété qui sont directement liés aux informations qui sont disséminées sur le changement climatique. Là encore, le mode de protection, il peut être double. Il y a deux options. Il y a se mettre à agir, et c'est vrai que ça fait du bien de se mettre à agir pour soi, pour les autres, d'encourager, etc. C'est bon pour la santé mentale. Par contre, il faut des ressources. Et pour ceux qui n'ont pas les ressources motivationnelles ou autres de se mettre à agir, ben, cette anxiété, elle va jouer très fort et elle peut conduire à être dans un déni du risque ou alors à être dans un espèce de scepticisme par rapport à la situation. Une autre émotion qui est la colère aussi, et qui va porter le sujet de la transition et de la nécessité du changement sur la question de la justice, de la répartition des efforts. Pourquoi moi avant les autres, alors que moi, je suis moins touché que les autres, que le risque n'est pas tant pour moi que les autres, etc. Pourquoi fait-on porter la responsabilité sur mon quotidien, sur mon usage de la voiture, quand on ne sanctionne pas ou ne contraint pas, par exemple, les entreprises, etc. Donc, ces sentiments de justice, ça peut être aussi des freins extrêmement forts, très légitimes par ailleurs pour dans certains cas, mais qui vont venir aussi constituer une espèce de barrière entre la connaissance qu'on peut avoir de la nécessité de changer et la mise en œuvre et l'adhésion effectivement au changement. Donc on le voit, c'est des questions qui sont avant tout psychologiques et ça a été maintenant maintes fois répété. On a affaire sur ces situations de crise et de changement à des questions qui sont avant tout psychologiques et sociales, avant toute chose. C'est-à-dire la réponse ne sera pas technique, les réponses ne sont pas techniques, les réponses sont avant tout psychologiques et comportementales. Arriver à inciter des dirigeants d'entreprise, des décideurs publics, des citoyens à changer leur mode de décision, à revoir leurs critères de choix et à revoir au final leur comportement. Et comme je le disais, maintenant, on sait à peu près ce qui fait frein là-dedans, en particulier par rapport à la question écologique, ce qu'on appelle les dragons de l'inaction. Donc, je vous recommande la référence de Guy Ford en 2011. C'est en anglais, mais je crois qu'il y a eu au moins un de ces articles qui a été traduit en français, mais qui pose un peu ce qu'il appelle les dragons de l'inaction, donc les facteurs majeurs, qui sont cette distance psychologique, cette manière de mettre à distance et de toujours penser que on a un peu le temps puisque c'est pour plus tard, on a un peu le choix puisque ce n'est pas tout à fait nous que ça concerne, etc. Et donc, on peut se reposer, qu'on peut prendre notre temps, qu'on peut être tranquille, là où en fait, quand on a envie d'emmener les gens sur ces sujets-là, on a envie de leur dire non, il faut y aller maintenant. Et on prend ce qui est de la distance psychologique, ce qui est un raisonnement adaptatif pour une passivité ou pour une résistance. Et ensuite, la question des émotions, l'intelligence émotionnelle, la capacité à comprendre les émotions que vont susciter des discours sur la transition écologique ou sur la nécessité de changer, les peurs que ça peut représenter, la colère que ça peut générer, mais aussi, et c'est ça qui est intéressant, le plaisir que ça peut représenter, le plaisir du changement, la fierté aussi, la fierté d'avoir changé, ou le soulagement d'avoir évité de ne rien faire, d'avoir évité et de participer à éviter, par exemple, une catastrophe. Arriver à décliner comme ça, à être plus fin dans l'analyse des représentations, des émotions, pardon, a souvent un effet dans la manière de communiquer, dans ce qu'on comprend des résistances au changement, dans la manière qu'on a de s'adresser, de réajuster un discours qu'on peut avoir ou une approche qu'on peut avoir de personnes qui peut-être accrochent moins, adhèrent moins tout simplement parce qu'ils ont des doutes ou parce qu'ils ont aussi des difficultés à passer de la connaissance à l'action. Et puis, il y a les représentations, évidemment, les mots qu'on utilise. Changement climatique, on sait très bien que de toute façon, dès qu'on parle de changement, il y a une aversion au changement chez l'humain. Donc, dès qu'on présente une situation comme étant en continuité avec celle qui existe déjà, on a beaucoup plus de facilité à faire adopter ces comportements, c'est-à-dire que tous les discours sur il faut absolument changer, il pourrait aussi bien être revu en disant il faut absolument continuer et faire davantage des choses qu'on fait déjà. Rien que
transformer le discours de cette façon-là, c'est prendre en compte un des aspects de la pensée humaine qui est que quand je dis changement, ça veut dire que demain ne sera pas pareil qu'aujourd'hui. Ça veut dire que ce que je connais, ben, je ne le verrai plus et que ce que je ne connais pas, je vais commencer à y être confronté. Donc de l'incertitude. Et ça, l'humain, il n'aime pas. Il n'aime pas parce que tout simplement, il aime bien avoir le sentiment de maîtrise de son environnement, sauf dans les domaines du plaisir où quand on est en touriste, on aime bien aller explorer un endroit qu'on ne connaît pas, etc. Mais ce sont des parties un peu suspendues et un peu des parenthèses dans notre vie. Bon, il y en a qui vivent toute leur vie comme ça. On peut essayer de construire un autre rapport au changement et à l'incertitude, mais en attendant, la façon principale de voir le changement, c'est un peu avec des peurs. Donc ça, c'est les premiers éléments. D'autres éléments qui sont importants et qu'on commence à bien connaître dans les sciences psychologiques, on essaye de comprendre comment fonctionne un changement, c'est d'essayer de comprendre d'où viennent les comportements. Comment se construisent les comportements, sur quoi ils reposent, qu'est-ce qui fait qu'on agit d'une façon plutôt que d'une autre. Et là-dessus, on a des modèles qui sont bien posés, bien consolidés par des démarches expérimentales, des démarches d'études qualitatives, quantitatives, etc. En particulier, ce qu'on appelle la théorie du comportement planifié, qui concerne plutôt les comportements planifiés, donc je dirais pas rationnels, parce qu'ils peuvent être irrationnels, mais les comportements intentionnels, et qui postulent que pour qu'il y ait un comportement, il faut qu'il y ait une intention. Et en fait, quand on veut changer un comportement, on doit d'abord faire naître une intention. Si on ne fait pas naître d'intention, on n'arrivera pas. Et faire naître une intention, ce n'est pas juste dire demain, je fais attention à l'environnement. Une intention comportementale, c'est dire à partir de demain, je prends mon vélo plutôt que ma voiture chaque matin pour aller travailler. Donc, c'est pouvoir anticiper le contexte, les objets, les conditions dans lesquelles on va mettre en œuvre un nouveau comportement. C'est se projeter dans ce nouveau comportement. Et si cette intention, elle répond bien à ces caractéristiques-là, elle se convertit assez facilement en comportement. Si par contre, c'est une intention qui est floue, qui est une intention générale, il y a toutes les chances qu'elle ne se convertisse pas en comportement puisqu'elle n'est pas faite pour. Elle n'est pas faite pour. Donc, une intention, elle génère de la tension psychologique, de l'énergie psychologique qui va se convertir en comportement si on lui donne sa façon de se convertir, c'est-à-dire si elle est suffisamment précise. C'est pour ça que systématiquement, dans nos démarches, quand on nous dit on veut que les gens fassent plus de gestes éco-responsables, on dit stop, ça ne veut rien dire. Il nous faut un comportement qu'on puisse accompagner vers ce comportement et pas simplement être dans une forme de généralité. Et ensuite, à partir de ce comportement, il y a une forme de prise de conscience qui peut se créer et qui fait qu'on va transmettre, on va transférer cet apprentissage à d'autres comportements. Et cette intention, elle repose en gros sur 3 facteurs majeurs qui sont ce qu'on appelle l'attitude comportementale. C'est la perception du comportement, le jugement que j'en ai. Je ne parle pas de connaissance. On peut connaître, mais en jugeant de manière positive ou de manière négative, en percevant la chose comme agréable ou comme désagréable, en percevant la chose comme bénéfique ou en ayant des doutes sur le bénéfice. Tous ces éléments-là constituent l'attitude comportementale. C'est un peu la tonalité affective que je vais associer au comportement un peu spontanément. C'est quelque chose, ça sonne chaud ou ça sonne froid, ça sonne positif ou ça sonne négatif. Et ça, il faut arriver à aller trouver ce qui, dans l'image du comportement, le rend attractif ou au contraire le rend potentiellement négatif. Et une fois de plus, ce n'est pas une question d'information, ce n'est pas une question de connaissance, c'est une question de représentation, c'est-à-dire les images que je vais construire de ce comportement. La deuxième chose, c'est les normes subjectives, c'est-à-dire on est des animaux sociaux, qui connaissons bien notre grammaire, donc des animaux sociaux pour qui le comportement des autres est une indication fondamentale, mais vraiment fondamentale. C'est-à-dire que Freud disait toute psychologie est sociale, alors que son terrain de jeu, c'était plutôt la psychologie individuelle. Mais lui-même était bien obligé d'admettre qu'on convoque immédiatement les autres dans notre esprit quand on veut juger de quelque chose. Qu'est-ce qu'en penserait ma mère, ma grand-mère, mon frère, ma femme, mon homme, enfin bref. Donc, les autres sont toujours là. Donc, les normes subjectives, c'est l'image qu'on se fait de ce que pensent les autres du comportement. Est-ce que les autres le font, ça ou pas, ou est-ce qu'on va être le seul à le faire? Est-ce que les autres trouvent ce comportement valorisant ou est-ce qu'ils trouvent ce comportement ridicule? Est-ce que ce comportement est fréquent ou est-ce qu'au contraire, il est très rare chez les autres? Donc, tous ces indices qui sont en fait
plus fondamentaux que tout le reste, à vrai dire. On est capable de faire plein de choses juste pour suivre l'exemple des autres dans une logique qui est une logique de comportement social. Ça ne veut pas dire qu'on est moutonnier, qu'on est tous des moutons, ça veut juste dire qu'on fait attention à ce que font les autres et que le fait que les autres le fassent est une information importante pour nous. Et puis la dernière chose, c'est ce qu'on appelle le contrôle comportemental perçu, façon compliquée de dire la facilité du comportement, donc le sentiment qu'on peut avoir qu'on va être capable de le mettre en œuvre. Ce n'est pas la facilité objective. La facilité objective, par exemple, quand je rentre dans mon bureau, enfin pas dans mon bureau, mais dans le couloir, la lumière s'allume automatiquement. Ça, c'est automatique, on pourrait dire que c'est facile. Non, c'est pas facile en fait, c'est très compliqué. J'ai toujours pas compris exactement comment ça fonctionnait, pourquoi ça met si longtemps à s'allumer, pourquoi je suis obligé de secouer 3 fois des bras pour que ça s'allume. Non, c'est automatique ne veut pas dire simple et facile. Facilité, ça veut dire que j'ai le sentiment de maîtriser. Si je dois le faire, je vois bien comment le faire et j'ai l'impression que je vais le faire de manière efficace. Et donc ça veut dire que si je vois un interrupteur, on m'explique comment utiliser l'interrupteur en 3 étapes très faciles. J'arrive, j'allume, je repars, je ferme. Enfin, bref, des choses qui, dans mon esprit, me permettent d'imaginer comment je vais le faire et d'imaginer que ça va être facile. Et ça, très souvent, on oublie un petit peu de le faire. On oublie un petit peu de le faire. Ceux qui ont pensé à le faire, c'est Ikea avec ses notices, même s'il y aurait encore du progrès à faire. Et assez souvent, dans le domaine de l'accompagnement au changement, on se dit, bon, ça va être simple, prenez votre vélo le matin plutôt que la voiture. Et on oublie de donner tous ces indices qui vont aider à se projeter dans le comportement, qui vont faire qu'on va s'imaginer le réaliser et du coup, on va pouvoir anticiper les problèmes que ça va poser, etc. Et du coup, on sera beaucoup plus prêt à le réaliser. Et ça, c'est assez fondamental parce qu'en fait, le premier essai du changement, c'est-à-dire le premier comportement, si on n'est pas assez préparé sur ce volet-là, on va avoir le sentiment d'être incapable, de ne pas y arriver, et ça, c'est vraiment dissuasif. C'est quelque chose qui peut nous amener à abandonner même l'intention et au final à trouver le comportement inintéressant. Et puis finalement, tout ça, c'est n'importe quoi. Et puis, c'est bon pour les autres. Et là, une fois qu'on a perdu les gens sur ce volet-là, ça va être très difficile de les raccrocher. Autre chose que je voulais partager avec vous, mais qui va un peu avec, c'est le fait qu'on connaît maintenant aussi assez bien le parcours par lequel passe le changement de comportement et la transformation des modes de vie, des habitudes. C'est évidemment pas un switch de 0 à 1, c'est pas je faisais ça, puis d'un seul coup, je fais autre chose. Et du coup, ça a un certain nombre de conséquences, évidemment, dans l'accompagnement au changement, qui est qu'on passe par différentes étapes et qu'il faut absolument tenir compte d'un certain nombre de phases et que ces phases-là, si on arrive à les accompagner dans le fait de traverser ces phases, on a toutes les chances effectivement d'arriver et d'aboutir à un accompagnement au changement. Ça vaut pour soi, ça vaut pour les autres. Et ces phases, elles passent par d'abord le fait de faire naître avant tout une idée ou un besoin ou quelque chose qui, dans l'esprit, fait exister le sujet, la question, alors qu'il n'existait pas. Il faut toujours partir de l'hypothèse que, pour certains publics, la question peut juste ne pas se poser du tout. Quand on a eu à travailler sur la réduction du plastique à usage unique, il a fallu se poser la question de tous ceux qui ne voyaient absolument pas où était le problème avec le plastique. Quand on baigne dans les sujets écologiques, c'est une évidence, mais ce n'est pas pour nos collègues écologistes ou hyper formés sur un sujet qu'on travaille, c'est pour l'ensemble de la population. Pareil, quand on est dans le domaine de la santé, c'est évident que tel truc a tel impact sur telle chose, mais on n'est pas tous médecins. On ne travaille pas que pour des médecins. Bref, se rappeler que peut-être l'idée, tout simplement, n'existe pas. Comment faire naître cette idée sans pour autant parler comportement d'abord, hein, juste faire naître l'idée. Faire naître le sentiment qu'il y a un problème ou qu'il y aurait peut-être une occasion à changer son comportement, un enjeu à changer son comportement. La deuxième étape, c'est de partager les responsabilités, d'expliquer en quoi telle personne, tel groupe, telle population a un rôle à jouer. Est-ce que c'est la seule ou est-ce qu'elle partage ce rôle avec d'autres? Est-ce que celui qui propose le changement a joué lui-même son propre rôle ou va jouer un rôle et prendre sa part ou pas? Donc, cette idée du partage des responsabilités, parce qu'évidemment, à partir du moment où on a fait naître l'idée, va se poser la question de la justice, de l'équilibre, de pourquoi moi plutôt qu'un autre, pourquoi on me dit ça à moi, pourquoi on me fait une campagne contre l'obésité à moi, qu'est-ce que j'ai fait, contre le tabagisme à moi, est-ce que j'ai l'air de fumer, etc. Donc, c'est cette question qui va venir très vite. Et puis derrière, la motivation a changé. Le pourquoi. Et il vient à ce moment-là, parce qu'il faut déjà essayer d'avoir accroché l'attention avant de donner des informations un peu plus
concrètes. Donc, la motivation, c'est dire pourquoi je changerai, en vue de quel bénéfice, ou alors pour éviter quelle perte, pour éviter quel problème. Et ça, c'est ce qu'on appelle la motivation. Et les motivations peuvent être évidemment variables selon les comportements. Et puis, on peut peut-être les approcher un peu différemment selon les populations. Après la motivation, c'est l'intention. D'accord, je suis prêt, je vois l'intérêt, mais qu'est-ce que je peux faire? Et c'est là où on va commencer à outiller un tout petit peu cette motivation pour qu'elle devienne une intention, lui donner des comportements, lui donner des manières de se résoudre, des manières de se concrétiser. Tu sais quoi? Puisque tu as envie de faire quelque chose pour éviter que nos villes soient encore plus polluées qu'elles ne le sont, demain, tu peux commencer à. Et c'est là que va se construire l'intention. Tiens, si demain je commençais à effectivement. Et puis ensuite, il y a le passage à l'acte. Et le passage à l'acte, c'est le coup de pouce. C'est peut-être ce dont vous avez entendu parler, le nudge, par exemple. Les nudges sont une technique qui consiste à aider à passer à l'action par exemple, des environnements urbains, par exemple, ces escaliers décorés qui font que les gens prennent l'escalier plutôt que l'escalator. Ce n'est pas de l'information, c'est de manière bienveillante et un peu ludique. On amène les gens à passer à l'action, ou c'est, peut-être connaissez-vous cet exemple, de la mouche dans l'urinoir. Je ne sais pas si vous connaissez cet exemple-là, mais comment convaincre les hommes d'être propres aux urinoirs quand ils ont tendance à en mettre un petit peu partout. On peut effectivement leur expliquer 10 fois que ce n'est pas civique, on peut essayer de plaisanter sur le fait que c'est peut-être plus court que ce qu'ils croient et qu'il faut qu'ils se rapprochent. Bref, on peut trouver tout un tas d'arguments. Rien n'a aussi bien fonctionné que la personne qui a eu l'idée de peindre une mouche à l'endroit où, si les hommes urinent dessus, ça rebondit comme il faut et ça n'en met pas partout. L'aéroport d'Amsterdam a mis ça en place, a mesuré l'impact que ça avait sur les frais de nettoyage. Ça a réduit de 80% les frais de nettoyage dans les urinoirs pour hommes. Bon, c'est un mode automatique. On va jouer sur des choses un peu automatiques pour pousser les gens à changer leur comportement. Mais là, vraiment, on est dans le passage à l'acte. Et puis, après le passage à l'acte, il y a le sujet de comment on maintient. Très souvent, on pousse les gens à agir. Et puis, une fois qu'ils ont agi, on les oublie. On ne leur dit plus rien. On ne leur parle plus. Donc ça pose question parce que les gens se disent, bon, ça paraissait si important quand on a voulu me faire changer. Maintenant que j'ai changé, plus, voilà, c'est comme si j'avais rien fait. Et donc, le feedback, le fait de dire, vous voyez, ça a fonctionné, regardez ce qu'on a réussi à faire et maintenant, parlez-en aux autres, évidemment, c'est fondamental. Et toutes ces étapes-là, il faut les penser en amont même du moment où on va interagir avec quelqu'un, avec un groupe, avec un individu, avec une population. Et il faut penser toutes les phases. Alors, on peut rassembler des phases, on n'est pas obligé de faire toutes les étapes les unes après les autres, mais il faut phaser. Et ça a un mérite, ce phasage, c'est que la première étape ne va concerner surtout que ceux qui ne se posent pas encore la question. Les étapes suivantes vont plutôt concerner ceux qui étaient prêts à agir pour les aider à passer à l'action. Et les étapes suivantes vont plutôt concerner ceux qui agissent déjà et qu'il faut encourager. Et on ne peut pas parler de la même façon aux trois. Il faut arriver à décliner les discours pour arriver à toucher le mieux possible chacun un peu dans sa spécificité. Alors, je terminerai sur ces sujets-là pour voilà, dire que ces démarches-là, elles ont quand même aujourd'hui un certain nombre d'applications, tout simplement parce qu'on a compris comment fonctionnait le cerveau humain et qu'on s'est rendu compte qu'on avait tendance à considérer l'humain que sous un angle qui est l'angle rationnel, qui est ce qu'on appelle en psychologie le système 2. Alors c'est un modèle, on a deux systèmes de pensée, en fait on en a un peu plus, mais je ne m'attarderai pas là-dessus, mais disons deux, le système 1 et le système 2. Ces deux modes de pensée qui sont assez incompatibles entre eux et qui sont radicalement différents et qui cohabitent dans nos raisonnements. Le système 2, c'est le système qu'on connaît bien, c'est celui qui est très rationnel, réfléchi. Vous savez, c'est ce moment où on se pose la question du pour et du contre, des bénéfices et des risques, des coûts à long terme et des bénéfices à long terme et à court terme. C'est le moment où on calcule, où on prend du recul. Je pense que vous êtes comme moi et comme plein d'autres gens, vous vendriez, peut-être pas père et mère, mais vous donneriez beaucoup pour avoir plus de temps de recul, parce qu'on se rend bien tous compte qu'on manque de temps pour se poser et réfléchir un peu à ce qu'on fait. Et c'est vrai, et on s'en rend compte, c'est-à-dire qu'on fonctionne de plus en plus de par la quantité monstrueuse d'informations et de sollicitations qu'on a tous les jours, on fonctionne de plus en plus sur l'autre système qu'on oublie un peu, qui est le système 1, qui est un système extrêmement adaptatif que le cerveau humain a développé dans l'histoire de l'évolution
humaine qu'il a développée pour faire face à des situations où il a besoin de réfléchir vite. Heureusement qu'on ne se pose pas la question de la gravité, la gravitation universelle. Quand on a une brique qui nous tombe sur la figure, on est capable de réagir très vite parce qu'on voit les gens partir en courant, ben on part en courant et on ne se pose pas de questions. Et c'est extrêmement pratique, sauf que ça nous fait faire tout un tas de bêtises. Évidemment, ça nous fait prendre des raccourcis, ça nous fait prendre des décisions qui sont absurdes, ça nous fait prendre des décisions qui parfois vont à l'encontre même de nos valeurs. Et pour ça, par exemple, je peux vous citer une expérience assez fameuse en psychologie sociale, je parlais d'expérimentation tout à l'heure, mais qui consistait dans une université américaine à faire cours aux étudiants pendant 2 heures sur les valeurs d'altruisme, sur les valeurs de solidarité, sur la nécessité de faire attention aux autres. 2 heures. Donc vous imaginez, bon, étudiants en psychologie, en général, ils ne sont jamais méchants, ils sont plutôt humanistes, ils sont plutôt sympas. Et puis, pendant 2 heures, ils ont entendu parler de la solidarité. Et puis, en plus, on met par-dessus, une université américaine, donc les gens sont un peu sensibles à la religion, la parabole du bon samaritain qui, sur la route de Jérusalem à Jéricho, dans les écrits, aide un marchand qui s'est fait attaquer et qui, lui, prend sur lui et oublie ce que ça peut lui coûter pour venir en aide aux autres. Et puis, le cours se termine et les étudiants passent de l'amphi A à l'amphi C pour aller à leur cours suivant. Et sur la route de l'amphi A à l'amphi C, donc pas de Jérusalem à Jéricho, mais c'est tout comme, il y a une étudiante ou un étudiant, selon les conditions, qui soudainement s'effondre, visiblement à cause d'un malaise et qui fait tomber toutes ses affaires, etc. Et puis, vous avez un psychologue qui est planqué dans un coin et qui compte le nombre de gens qui font un geste d'aide ou qui ne font pas spontanément de geste d'aide. Donc, c'est ça, une expérimentation en psychologie sociale. Après, on explique aux gens ce qu'on a voulu faire, mais on regarde en conditions réelles, c'est-à-dire, voilà, quelqu'un fait semblant d'avoir un malaise et on compte le nombre de gens qui aident. Il y a à peu près un tiers des gens qui font un geste spontané d'aide, les autres ignorent superbement ce qui se passe, malgré qu'ils l'aient vu. Bon, ce n'est pas hyper réjouissant, mais ce n'est pas le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est qu'ils font varier une condition, les chercheurs, parce que c'est comme ça qu'on fait de la science, vous le savez, hein, on va poser des hypothèses sur dans quelles conditions et pourquoi le phénomène se produit. Et du coup, ils vont demander à l'enseignant, à la fin du premier enseignement, de rajouter 2 ou 3 mots variable selon les conditions. Et donc, l'enseignant dit à la fin de son cours, bon, j'en ai terminé, vous avez 5 minutes pour vous rendre à votre prochain enseignement, c'est dans cette direction. Ou alors, il dit, vous avez 5 minutes pour vous rendre à ce prochain enseignement, faites vite. Ou il dit, vous avez 5 minutes pour vous rendre à ce prochain enseignement, vous avez le temps. D'accord ? 2 mots différents, hein, 2 mots et pas plus, et un signe, ils ont plus autant le temps, ils ont 5 minutes dans tous les cas. Sauf que dans le cas où ils disent vous avez le temps, le taux de personnes qui aident passe à 60%, et dans le cas où il dit faites vite, le taux de personnes qui aident passe à 15%. Donc ça veut dire que 2 mots ont suffi à ruiner la cohérence entre nos valeurs et nos comportements. Et on est tous comme ça. Qui n'a pas été pris la main dans le pot de confiture au volant de sa voiture à être énervé et à insulter ou à être extrêmement désagréable avec les gens, alors que évidemment qu'on n'est pas comme ça dans la vie quotidienne, évidemment qu'on n'est jamais comme ça. Mais les environnements nous poussent à agir d'une certaine façon. Des choses qu'on capte même pas, dont on n'a pas conscience, nous amènent à agir d'une façon qui peut être complètement opposée à nos valeurs. Et ça, c'est le système 1. C'est le système automatique. C'est celui qui nous fait dire dans une gare, je ne sais pas où aller, vous savez quoi, je vais suivre tout le monde. Je me retrouve à un endroit où je suis complètement paumé à la fin, mais j'ai utilisé une règle de raisonnement assez simple qui est que quand je ne sais pas où aller, ben je suis les gens que je vois, etc. Et des règles comme ça, ce qu'on appelle des biais cognitifs, des raccourcis cognitifs, on en a plein. Quand on commence à voir comment ils fonctionnent, c'est utile parce qu'on peut commencer à agir et à accompagner le changement un peu différemment. Quand je dis qu'on a plein de biais cognitifs, on en a vraiment beaucoup, hein. Je ne vais pas les détailler, mais ça, c'est la cartographie de nos biais cognitifs, c'est-à-dire de toutes ces erreurs de jugement qu'on peut faire soit quand on a trop d'informations, soit quand on ne sait pas très bien pourquoi on est en train d'agir, soit parce qu'on est obligé de se dépêcher, soit parce qu'on a des capacités de mémorisation qui sont limitées. Donc, on va utiliser plein de trucs qu'a inventé le cerveau pour arriver à prendre des décisions plus vite. Et ces biais cognitifs, du coup, c'est eux qui nous amènent à dire le risque, il est plutôt pour les autres. C'est eux qui nous font dire
Oh, ben, je préfère mon plaisir de maintenant aux conséquences de plus tard. Parce que le cerveau humain, pour raccourcir et pour simplifier, il va considérer ce qui est immédiat et il va avoir beaucoup plus de mal à considérer ce qui viendra plus tard dans le temps. Donc, c'est pour ça qu'on en vient à avoir des comportements qui peuvent être des comportements irrationnels parce qu'on ne se pose pas de questions et qu'on se laisse emmener par l'environnement. On va payer 50 dollars par mois une salle de sport et puis pour y aller, on va prendre les escalators plutôt que les escaliers. Évidemment, c'est un peu irrationnel et c'est un peu risible, mais ce sont les environnements qui nous poussent à ça, hein. On nous propose des escalators plutôt que des escaliers. Et d'ailleurs, quand on s'amuse ou quand on se dit que la solution, c'est peut-être pas toujours d'essayer de convaincre les gens, parce que les gens le savent, les gens sont quelque part, ils ont ces connaissances. C'est peut-être plutôt de dire la responsabilité, elle n'est pas chez les individus. La responsabilité, elle est peut-être dans l'environnement, dans le contexte de choix qu'on leur donne. Et ça marche parce que quand on change le contexte de choix, les gens prennent l'escalier. Non pas parce qu'ils se sont fait manipuler, mais tout simplement parce qu'on a rétabli un peu l'équilibre. On a conçu des environnements qui aident à réaliser le geste qu'on a envie de réaliser. Ça fait longtemps, moi, que j'ai envie de faire plus d'exercices et de prendre les escaliers plutôt que les escalators. Sauf les escaliers, ils sont sombres, ils ne sont pas éclairés, ils sont à l'écart, ils ne sont pas indiqués, alors que les escalators, ils sont en plein milieu, ils bougent, ils sont éclairés, il y a du monde dessus. N'importe quel cerveau humain, parce qu'il a autre chose à faire, il va décider rapidement, il va prendre l'option escalator. Sauf si on transforme les lieux et que tout à coup, ben, les lieux nous aident à prendre la bonne décision. Et dans le domaine écologique, ça a été beaucoup fait, hein. Ça a été des indices qui viennent nous aider à réaliser un peu nos bonnes intentions, réactiver un petit peu notre sensibilité, nous reproposer ou nous mettre en avant d'autres valeurs, d'autres options, d'autres choix possibles, etc. Et ça, c'est des éléments qui sont des éléments plutôt visuels, qui peuvent paraître être du détail, mais qui en fait sont extrêmement facilitants dans le passage à l'action. C'est aussi des démarches qui peuvent permettre, par exemple, avec ces connaissances qu'on peut avoir sur, par exemple, ce que j'appelais les stades de changement, hein, les étapes par lesquelles on passe, où on peut inventer des outils qui permettent du coup d'arriver à comprendre en quelques questions où en est la personne sur un sujet, quelles sont ses perceptions, et d'y adapter les arguments, les exemples, les illustrations qu'on va prendre. Ça, c'est un outil qu'on a conçu avec les agences de l'eau et qui permet d'arriver à porter le sujet de la désimperméabilisation des sols auprès d'élus, etc., mais en tenant compte des représentations des élus, en tenant compte de leur motivation à eux et pas de la motivation de ceux qui veulent leur parler. Ça veut dire, si c'est un élu qui est centré sur l'aspect technique d'évitement des inondations, on va lui parler comme ça. Et on va lui parler de la désimperméabilisation en tenant compte de ça. Si au contraire, pas au contraire, mais différemment, c'est un élu où son seul souci ou son principal souci, c'est la qualité urbaine et le bien-être des habitants, eh bien, on va se placer un peu dans ses motivations, dans ses systèmes de représentation. Si c'est un élu qui ne s'est jamais posé la question, on ne lui parlera pas de la même façon que si c'est un élu qui a déjà engagé un certain nombre de projets sur ce sujet-là. Et c'est vraiment important, cette question d'adaptation du discours, parce que ce qu'on voit dans nos études les plus récentes, c'est que quand on n'adapte pas le discours, jusque-là, on pensait que c'était non persuasif. Bon, ça n'avait pas d'effet. Ça, ce n'est pas grave. Ce dont on se rend compte, c'est que quand on a des discours qui sont à l'inverse des motivations ou en décalage, on dissuade. C'est-à-dire que les gens sont moins motivés après qu'on les ait parlé que si on ne leur avait pas parlé. Et là, c'est problématique parce que ça veut dire qu'il vaut mieux pas d'action du tout qu'une action mal conçue. Il vaut mieux pas de discours du tout qu'un discours qui va à l'inverse de ce qu'une personne est prête à entendre. Sinon, on génère de ce qu'on appelle la réactance, c'est-à-dire une réaction psychologique pour restaurer une liberté d'agir et essayer d'affirmer son point de vue. On provoque des effets rebonds, des effets boomerang qui font que les gens sont encore moins prêts à agir que ce qu'ils ne l'étaient avant qu'on les ait approchés ou avant qu'on ait essayé de les convaincre. Et ça, pour l'action publique, c'est vraiment important. C'est pour ça que moi, par exemple, j'ai intégré récemment la Haute Autorité de Santé sur ce sujet-là, parce qu'on s'est rendu compte que les communications en santé publique dissuadaient certaines populations de faire des gestes de santé. Nous, on avait fait une grande enquête sur le dépistage du cancer colorectal. On s'est rendu compte que les gens voulaient encore moins le faire après qu'on ait essayé de les convaincre qu'avant. Alors, ils connaissaient, ils savaient que ça existait, mais la façon dont on leur a parlé les a découragés et leur a fait dire « Oh, tout ça, ce n'est pas pour moi ». De la même façon, si on parle de publics qui sont des publics, par exemple, en situation d'incertitude, de précarité, d'insécurité,
et ça c'est mon sujet, je vous rappelle, mon sujet c'est sur le temps, et donc moi ça me touche particulièrement, ce sont aussi des publics qui ont du mal à se projeter dans le futur. Mon exploitation agricole est menacée, je n'ai pas envie de me projeter dans 30 ans parce que ça me fait peur. Mon travail est menacé parce que j'ai un contrat précaire, je n'ai pas envie de me projeter dans les années qui viennent, ça me fait un peu peur. Je pense trop à la crise, je suis anxieux, je n'ai pas envie non plus de me projeter dans le futur. Et puis un jour, j'ai quelqu'un qui vient me voir en disant, vous savez quoi, on va agir pour l'environnement. Ça va être compliqué maintenant, mais vous verrez, plus tard, ça va être super chouette. Mais quand on a ce discours-là face à quelqu'un qui n'a pas envie de se projeter dans l'avenir, tout ce qu'il entend, c'est ça va être compliqué maintenant. Le bénéfice futur, il paraît trop lointain. Et donc, ce qui va le toucher, c'est ça va être compliqué maintenant. Vous allez avoir à faire un changement difficile. Vous allez suer sang et eau, comme l'a dit quelqu'un à la radio ce matin, dans un discours qui me paraît totalement à l'inverse de ce qu'il faudrait dire pour faire bouger les gens. Bref, et ça, évidemment, ça décourage. D'autant que quand on est en insécurité, quand on rencontre plein de problèmes, quand on est stressé, on n'a pas les ressources. On manque de ressources psychosociales, comme on dit, pour arriver à prendre le pas, à passer au-dessus de ces difficultés. Et c'est compris, hein, ces enjeux-là, comme des enjeux importants, puisque aujourd'hui, vous avez dans le monde entier des services dans des collectivités, des agences qui sont gouvernementales ou pas, qui repassent les politiques publiques au crible de cette psychologie, de cette approche un peu humaine pour essayer de voir comment on peut optimiser l'action publique et la rendre un peu plus soucieuse des gens, de ce qui leur arrive dans la vie, plutôt que d'être dans une interdiction, même si elles sont nécessaires. Les interdictions sont nécessaires, mais comment on les prépare, comment on les explique, comment on recommande de façon à ce que les gens puissent s'approprier des gestes, comment par exemple, on met à disposition des aides financières dont les gens puissent se saisir, comment on crée des formulaires que les gens puissent se remplir, etc. etc. J'accompagne à l'heure actuelle le ministère de la Transition écologique qui veut intégrer toutes ces choses-là dans son action au niveau central et au niveau déconcentré pour arriver à concevoir un peu différemment les modes d'action. J'accompagne Pôle emploi dans sa manière de concevoir des aides aux demandeurs d'emploi pour essayer d'être un peu plus psychologue et un peu moins, bref, un peu moins policier dans ses manières d'intervenir. Voilà, on accompagne des agences régionales de santé, etc. Parce que ces démarches-là, elles sont de plus en plus concrètes. Elles conduisent à des choses concrètes qui consistent à dire, OK, on reprend ce qu'on faisait d'habitude, on le regarde différemment et on essaye d'y intégrer ce que nous apprennent les sciences cognitives, la psychologie, etc. Et je termine sur le fait que tout ça, évidemment, se fait dans un cadre qui a ses contraintes éthiques. Il s'agit quand même de persuader, de convaincre, d'inciter. On va essayer de retenir l'attention des gens. Parfois, ça va générer des émotions. Donc, il faut un cadre éthique. Et ce cadre éthique, il est assez bien organisé autour d'un cadre qui avait été proposé par une direction interministérielle qui travaille sur ces sujets-là, qui propose d'une part de respecter évidemment l'autonomie et la liberté de choix des acteurs. On peut manipuler les gens. On y reviendra peut-être dans la discussion. C'est extrêmement simple. Et en psychologie sociale, on est toujours tristement surpris par la facilité qu'il y a à manipuler. On fait des expérimentations, on est capable de prédire 100% des comportements des gens parce que tout simplement, on est extrêmement manipulable, parce qu'on est très sensible à l'environnement. Donc, respecter l'autonomie, faire preuve de pédagogie, on peut changer les comportements comme avec la mouche sans que les gens s'en rendent compte. Ben, les hommes se sont mis à uriner en direction de la mouche sans forcément qu'ils comprennent ce qui s'était passé. Mais on doit profiter de ces occasions de changement pour être pédagogue et surtout être transparent. Pédagogue dans le sens où on poursuit des objectifs qu'il faut expliquer, évidemment, et auxquels les gens doivent adhérer, et transparent en leur expliquant comment on s'y prend. Mais parfois, c'est de l'éducation à partir de la pratique. C'est dire, ben voilà, vous avez vu, il vous a fallu cette décoration sur l'escalier pour changer. Parlons-en, partons de ça pour essayer de voir comment on peut plus facilement mettre en ligne nos comportements et nos perceptions. Et puis l'évaluation, et tout ce que je pourrais vous donner comme exemple, chacune de ces initiatives a été évaluée de manière quantitative, avant, après, par essai contrôlé, de manière quasi aussi rigoureuse que des essais de médicaments. Pourquoi ? Parce que si on intervient dans le champ de vie des gens, il faut que ça en vaille la peine. On ne peut pas le faire juste en pensant que ça marche sans l'avoir vérifié. Donc, on évalue systématiquement, de manière extrêmement rigoureuse, les impacts immédiats et différés de chacune de ces interventions de ce type-là.
Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui sur à la fois des théories, un peu d'application, mais je pense qu'on pourra y revenir. J'ai peur d'avoir fait un peu plus long que ce qui était prévu. Je me dis 44 minutes, donc j'ai un peu dépassé. Je m'en excuse et j'espère que ça n'aura pas été trop et trop un tunnel qui vous aura noyé sous les informations.